بيننا تعالي تعالي أقاسمك الهموم تعالي أيضحك مسرور وتبكي طليقة ويسكت محزون. Là, donc, Sandrine Brauer, qui est productrice, coproductrice avec Shlomi El-Kabès. Alors, le nom d'El-Kabès, pour commencer, madame, on peut le citer, c'est aussi, bien sûr, celui de Roni El-Kabès, qui est décédé il y a 1 an à peu près, en avril 2016, et qui avait fait des films dont, au regard qui va, nous en avions passé un, qui était le procès de Viviane Amsalem, qui était justement un procès magnifiquement mené sur la question de guet, c'est-à-dire le fait qu'au moment d'un divorce en Israël, chez certaines communautés juives, notamment marocaines, il y a une procédure très particulière que des rabbins doivent mener. Et je dirais que l'ensemble rappelle aussi ce film, ou c'était film, disons, sur la question de comment ça vit là-bas, quoi. Comment on vit en Israël, comment on vit en Israël et en Palestine, et comment ça vit des choses du désir, au fond, et de la rupture. Dans ce film, d'ailleurs, à la fin, c'est en gros 3 ruptures qui se prononcent, hein, même au niveau du couple de femmes, elle part à Berlin, enfin, il y a quelque chose qui est à travailler entre nous. Alors voilà, Madame Brauer, je suis très contente que vous soyez là. Merci. Parce qu'on va essayer de... Voilà, et Maria Lando va aussi, pareil, et Vanina également. Donc là, moi je me demandais, la chose que je me demandais, vous avez le micro, comment, en tant que productrice, ça se décide que ce film soit fait, comment vous le suivez, comment ça vous plaît ou pas, comment ça se mène, après tout. Parce que je vais vous expliquer ce qu'on fait. Le Regard qui va, c'est une activité faite par des psychanalystes et des cinéastes sur le rapport qu'il y a entre cinéma et psychanalyse. On a même des livres qui sont parus là-dessus, on peut tout en parler après. Et donc ça consiste à se rencontrer lors d'un film, faire un débat, même pourquoi pas après également, là ça vous entendez, et donc de voir un peu comment on peut disons, échanger, se donner mutuellement nos avis, nos échanges, et comment l'émotion au cinéma, qui est très grande dans ce film, peut être en quelque sorte partagée avec une approche de votre côté cinéma, de votre côté peut-être psychanalyse, et effectivement avancer comme ça dans une soirée. Bon. Le cadre étant posé. Bonsoir, d'abord merci effectivement, et puis je sais que le générique est un peu long, mais on a beaucoup de monde qui a donné pour faire ce film, donc voilà, le générique forcément remercie tout le monde. Comment on décide, pour essayer de répondre à votre question, il n'y a pas de décision, c'est un peu compliqué, c'est un processus qui est très lent. Non pas parce que, oui, mais c'est pas tellement que la décision en elle-même prend du temps, c'est que quand on est producteur, on lance plein de projets, et ça peut durer 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, et on ne sait pas forcément lesquels vont aboutir. Ce projet-là a des racines très profondes, parce que vous avez parlé de Get, le procès de Viviane Amsalem, qui est un film que j'ai produit avec d'ailleurs Marie, qui est ma conjointe et partenaire dans la salle, et on a produit ce film ensemble de Shlomi et Ronit El-Kabès. Et tout ça pour dire que c'est un compagnonnage dans le temps, et que quand on a fait Get, le procès de Viviane Amsalem, il y avait évidemment deux composantes qui sont absolument essentielles. C'est de quoi parle le film. Est-ce que cette histoire est quelque chose dont on a envie de parler, dont on a envie de s'emparer, et dont on se sent capable de se dire qu'on va défendre ce film, ce propos et leur histoire pendant les 2, 3, 4 années qui vont suivre. C'est une chose. Et deuxièmement, parce que c'est quand même un métier avec une forte composante artistique, c'est est-ce qu'on pense que ces metteurs en scène sont des gens dont le langage cinématographique nous intéresse, nous convainc. Est-ce qu'on pense qu'ils ont la capacité de faire le film dont on se parle entre nous? Et évidemment, les deux réponses étaient oui. Et le drame du décès de Ronit, il y a maintenant exactement 1 an et 2 semaines, a interrompu un des projets qu'on avait avec Ronit et Shlomi, évidemment. Mais l'autre projet, c'est ce projet-là que Shlomi avait commencé à développer avec une de ses élèves, parce que lui-même aussi enseigne à la fac de Tel Aviv. Et donc c'est un projet dont il me parlait depuis longtemps, parce que c'est une de ses élèves et que c'est le premier long-métrage de cette jeune fille. Donc comment on décide? On décide surtout avec qui on travaille, on décide surtout de se mettre dans un chemin, et ce film-là est né de ce chemin-là, de ce compagnonnage avec Shlomi, et donc avec Maï Salmoun par la force des choses. Bon, ben c'est une réussite. Il est sorti il y a 1 an, il est sorti il y a 1 mois. Celui-ci, oui. il y a 4 semaines. Il y a 4 semaines, exactement. Oui.
succès, mais c'est vrai que bon, l'enjeu pour nous est très important parce que ça parle du féminin. Les petits amis, vous savez, sont très branchés sur cette question, d'autant plus que ça fait partie de la vie sexuelle, mais je dirais tout de suite, et peut-être on y arrivera, du féminin aussi bien de l'homme. Parce que ce film nous montre quelque chose de la féminisation de l'homme, qui est plus ou moins raté avec les machos, mais qui n'est pas du tout raté avec le père de Nour, par exemple. Qui montre cette sensibilité à la féminité de sa fille, à laquelle il s'identifie, pas à sa fille, mais à cette féminité-là. Et je crois qu'il y a un enjeu assez fort, on va voir comment on va essayer d'en débattre, parce que Freud s'était bien pris les pieds là-dedans, et ça en est sorti plus ou moins. Lacan a repris ça, et je crois qu'avec Lacan, ça en est sorti un tout petit peu mieux, mais il y a eu plein d'affaires en cours, qui sont toujours en cours, parce qu'il y a un enjeu radical, je le dis tout de suite, on verra si tout à l'heure on le reprend, il y a ce refus du féminin chez l'homme comme chez la femme, chez le garçon comme chez la fille, qui est tel que, effectivement, le reconnaître, c'est très compliqué. Notamment avec ce film-là, ça m'a paru tout à fait intéressant. Quand l'identitaire, quand le politique, quand le social s'écarte un peu, et ça, je crois que dans le scénario, dans le montage, et dans la construction du film, c'est mis de côté pour laisser apparaître cette libération de la femme, ces trois femmes, chacune de leur façon, et quelque chose même d'universel, parce qu'elles sont tellement différentes dans leur trajet, mais quelque chose est un peu commun, mais en même temps, on voit bien qu'à un moment donné, il y a quelque chose d'autre qui apparaît. Il y a un enjeu de se défaire pour ces femmes de la dimension d'identification au masculin, et d'arriver à être plus femme encore. Enfin, c'est bien l'enjeu de la féminité dans notre époque, c'est que cette libération de la femme ouvre pour l'homme et pour la femme un enjeu de savoir qui on est vraiment. Vous savez, il y a toute le gender studies, il y a toutes ces problématiques qui sont posées, et qu'au niveau de la sexualité, rien n'est encore gagné, bien évidemment. Mais quand on laisse le politique de côté, voilà. Alors il y a un autre film auquel j'ai pensé en voyant celui-là, c'est Donoma. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce film Donoma, de Jim Carenard, où ça se produit exactement de la même manière. D'ailleurs, il y a trois personnages également qui circulent en se croisant plus ou moins. Et à un moment donné, il y a le fait que justement, ça se sépare du politique, ça se sépare de l'identité religieuse, ça se sépare de tout, et des parents. Qu'est-ce qui reste? C'est le désir et l'amour. Et là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas non plus. C'est là où on est pris dans... Et nous, on l'entend dans ce vivant, on l'entend très bien. Combien ça marche pas. Ça marche et ça marche pas. Vous voyez, c'est là. Bon, peut-être que tu veux en dire un mot. D'abord, je voudrais vous féliciter. C'était vraiment un grand moment. Je suis très bouleversée. Et c'est un très beau film, très fort au niveau de la réalisation, de la manière dont le montage a été fait, comment il y a une fluidité dans le montage et en même temps, il n'y a pas de continuité, donc c'est saccadé tout en étant continu. On est dans la pensée de ces trois femmes en permanence et l'image en même temps nous amène d'une histoire à l'autre. La fin, évidemment, Jean-Jacques, tu dis que c'est terrible parce qu'en fait, elles sont au désespoir. Ces trois femmes qui sont en larmes, dans une telle pudeur, qui retiennent leur émotion, mais nous, on capte ce désespoir, puisque où vont-elles aller, comment vont-elles pouvoir vivre? Et la scène avec le père, pour moi, je ne m'y attendais pas du tout, parce que, évidemment, tous les hommes dans ce film sont tellement d'une violence contre ces femmes qui disent certains aimer, et lui, on s'attend à ce qu'il... et en fait, il lui fait confiance et il l'aime, et ça, c'est extraordinaire à ce moment-là, parce que c'est vrai que moi, je m'y attendais pas du tout à cette réaction du père. Est-ce que je peux inverser l'exercice, vous poser une question? Parce que vous dites que le dernier plan pour vous est poignant parce que il y a quelque chose de l'ordre du définitif, de poignant, du désespoir. Le désespoir étant quelque chose d'un horizon couché. Ah, pas forcément, mais en tous les cas, la lutte n'est pas... tout est à faire encore. C'est-à-dire cette lutte est tellement extraordinaire, elles se battent chacune d'une façon très, très, très différente. Et on se rend compte que ce n'est qu'un début, enfin, c'est qu'un début, c'est-à-dire que, oui, voilà, bon, mais quand même, Non, mais la question c'était celle-ci, c'était celle du désespoir, parce qu'une des raisons pour lesquelles, quand vous posez la question de la prise de décision pourquoi on veut faire un film, on fait des films, c'est un sport de combat de produire, de toute façon c'est très laborieux, très long, très difficile, très concurrentiel. Mais après, la question c'est aussi quel espace,
quel chemin ce film va faire, quel chemin pense-t-on ou imagine-t-on que le film va pouvoir faire dans la tête du public, comment est-ce qu'il contribue ou non à alimenter un débat ou à enrichir le regard sur le monde, etc., etc. En tous les cas, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on se rend compte que les femmes, j'allais dire nous les femmes, on a envie d'être d'une telle solidarité, on se dit mais on a tout à faire, il faut le faire, on va le faire ensemble, et elles sont belles, et elles sont fortes, et donc la joie, elle est peut-être à ce niveau-là, mais la solidarité, en tous les cas, En tout cas, elles sont debout, elles sont debout dans leur sororité, enfin dans, oui, la communauté qu'elles constituent. Ouais. C'est-à-dire, vive la coloc, la colocation, ça permet d'éviter de faire une analyse. Là, tu veux... Non, je parlerai après, mais j'ai été très, effectivement, étonnée par ce film, parce que j'imaginais n'importe quelle chose qu'on connaît tous ici en Europe, tranquillement à Paris, à Montparnasse, sur la violence dans les familles arabes, palestiniennes. Je ne veux pas faire, bien sûr, désigner les Arabes, mais c'est absolument hallucinant. J'imaginais pas qu'elles en étaient encore là. Voilà, ce film a été un vrai film politique pour nous, parce que il nous révèle quelque chose, on le sait, mais on le sait de façon théorique, et là on le voit. En plus, il y a une très belle, pour une jeune femme dont c'est le premier film, je ne sais pas quel âge elle a, mais la prise de vue, les prises, moi j'étais très complètement étonnée par la scène du viol, parce que c'est à la fois extrêmement... Moi, je ne supporte pas ces scènes de violence, et là, c'est à la fois un viol, et en même temps, c'est supportable, on peut le regarder, donc je trouve bravo pour la cinéaste. Voilà. Moi, j'ai pas trouvé ça supportable. Je me suis senti même une haine de l'homme à ce moment-là qui m'a terrifiée. Donc, Mais d'autant plus que, enfin, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, vous parliez de la féminité des hommes. C'est vrai qu'en plus, les deux personnages masculins, à part le père, donc il y a Ziad, le fiancé de l'avocate, de Leïla, et il y a lui, Wissam, le fiancé de Nour. C'est vrai que après les curseurs, c'est une question complètement subjective, mais on a énormément travaillé, on s'est beaucoup engueulé avec la réalisatrice sur cette part de féminité, enfin ce que vous appeliez la part de féminité, mais surtout sur le dosage de la brutalité, ou d'essayer de comprendre qu'eux aussi, d'une certaine manière, alors ils ne prennent pas leur part de responsabilité pour mettre à distance des schémas de reproduction d'une certaine violence, etc., etc. Mais Wissam, lui, quand il commet l'irréparable, quand il viole nous, mais qu'une demi-heure après dans le film, il lui dit « ce qui est arrivé, mais on peut mettre ça de côté, on peut avancer ». Moi, je crois que ce personnage, qui ressemble évidemment à des personnages que la scénariste et la réalisatrice a rencontrés dans la vie, enfin, je crois qu'il est très sincère, ce personnage-là. Au moment où il dit ça, il aime vraiment nous, et il pense vraiment que la gravité de son geste peut être effacée, peut être niée, peut être mise sous le tapis parce qu'ils vont se marier et que ça va diminuer d'une certaine façon son geste. Et la douceur, et Ziad, qui rentre de New York, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que son espace, c'est ce que lui reproche Leïla, elle verbalise, donc elle dit les choses. Mais lui, effectivement, son espace de liberté, il a bien compris qu'il ne pourrait pas tout à fait le vivre sur place. Il est allé à New York pour vivre une certaine liberté, mais revenu dans son pays, revenu dans l'environnement dans lequel il a une famille et des amis, il y a une certaine moralité à laquelle il vaut mieux se conformer parce que c'est quand même plus simple. Oui, puis il y avait la manière dont c'est filmé aussi, c'est que les visages des hommes, on les voit, par exemple, les yeux bleus du fiancé de Leïla, on ne le voit vraiment qu'au milieu du film, pas avant. Et moi, alors ça c'est peut-être moi, mais je ne l'ai identifié que très tard. C'est-à-dire, j'avais une vision très floue de lui, et c'est petit à petit que j'ai fini par le reconnaître. Donc ça aussi c'est intéressant, cette manière de filmer en mettant des mystères. Et petit à petit, les images se définissent et les personnages des hommes se définissent pas positivement. Et les femmes, par contre, elles sont très précises, très nettes. Parce que la question qu'il faut se poser là, c'est est-ce qu'en Palestine, donc, cette action du film aurait pu être filmée pour un public palestinien? Parce que cette histoire de viol en Palestine,
c'est puni, on tue tout le monde. Enfin, j'ai l'expérience clinique comme ça que j'ai eue en allant là-bas. Il y avait l'histoire suivante, peut-être que ça va nous écarter un tout petit peu, mais comme il y avait une centaine de personnes qui assistaient à ce que je vais dire, je peux le dire, il y avait donc le témoignage d'une psychothérapeute qui expliquait qu'elle ne pouvait pas s'identifier à la mère d'une petite fille de 12 ans qui avait été violée par l'oncle, et qu'elle n'avait pas le courage, qu'elle n'avait pas la lucidité. Ça, c'est ce qu'on a compris. Elle ne l'a pas dit directement, parce que s'il le disait directement, nous ont dit les thérapeutes arabes palestiniens, si ça c'était, elle ne pouvait pas le dire, et elle ne l'a pas dit. Ça s'est compris au moment où on a pris le déjeuner, on a déjeuné ensemble, on a compris, pardon, que si elle le disait, et la petite fille était tuée, et l'oncle était tué, et elle était tuée. Dans les fratries, la honte serait telle qu'il fallait respecter l'apparence coûte que coûte. Et alors, on a posé des questions. Voilà, qu'est-ce qui fait qu'elle est venue? Il y a des gens, sûrement dans les 100 personnes, qui sont au courant de là où elle habite, de ce qu'elle a fait, de ce qu'elle a. Qu'est-ce qu'elle elle ne risque rien? Elle ne risque rien parce que ça se passe à 20 km d'ici. Donc c'est vrai que ça pose un problème de savoir comment, en Palestine, moi je pose cette question, peut-être que. Parce que l'intérêt du film aussi, qui n'est pas de l'ordre du politique, quoique, c'est de transposer une problématique extrêmement. Disons, universelle, la violence des hommes, les pulsions des hommes qui ne savent pas contrôler et qui vont comme ça faire des conneries au point de rompre un couple où il était probablement en train d'aimer cette femme. Nour, ça casse tout, c'est universel. Je veux dire que ça se passe en Israël, dans un pays disons, occidentalisé, même hyper occidentalisé, en tout cas Tel Aviv, et que ces femmes-là, israélo-arabes, arabes-israéliennes, palestiniennes qui parlent arabe tout le temps dans le film, ça rend possible quelque chose, cette transposition d'un endroit à un autre. Même à Jérusalem, je pense que ça serait très difficile d'avouer les choses comme ça, parce que c'est plus oriental encore, quoi. Donc c'est là où je crois que ce film, c'est un coup de génie, un peu comme le procès de Viviane Amsalem. C'est montrer quelque chose d'extrêmement violent, où les hommes, là c'est des rabbins dans le film, qui sont extrêmement violents, qui ne reconnaissent rien du féminin de cette femme qui veut se séparer d'un homme par qui l'a fait souffrir, au point qu'on a pensé à la fin du film, quand on la voit partir, je reparle de Viviane Amsalem, on pense qu'elle peut se suicider, se jeter par la fenêtre. Bon, ça n'est pas le cas, on peut le penser. Mais je veux dire que dans ces trois histoires qui se chevauchent, là, qui se ressemblent, qui se rassemblent et qui s'écartent aussi, ça nous montre quelque chose d'universel. Bien sûr, c'est le désir masculin, souvent ça cloche, quoiqu'il y a quand même des hommes qui savent s'y prendre, maintenant de plus en plus, par ces films-là, où ils apprennent à se féminiser, hein, et par d'autres moyens aussi, à considérer qu'il n'y a pas, en quelque sorte, le pouvoir phallique et la puissance masculine qui compte le plus. Ça peut très bien être compris tout autrement, ça peut être beaucoup plus dans l'ordre de la béance, de l'ordre de l'absence en soi, de l'ordre d'une certaine division subjective qui met le masculin au travail tout autrement. Mais c'est vrai que ce film-là nous montre ça. Et ce personnage que vous dites, après tout, qui peut penser, ben parce qu'il n'arrive pas à faire le lien, comme beaucoup d'hommes, entre ses pulsions et la parole. Il n'arrive pas à parler ses pulsions. Et elles agissent brusquement, parce qu'il a une espèce comme ça, d'impulsion sexuelle pour cette femme, dont il veut faire sa femme, et il fait ce viol. Alors c'est pour ça que je pense qu'il fallait que ça soit dans le film. Dire que ça, c'est pas agréable, ça ne doit pas être vu, je crois que si. Maria a peut-être un peu raison, même raison, moi je soutiens ça, c'est justement de montrer combien le discours radical entre pulsion et langage, là, est montrable. Qu'est-ce qu'on peut en dire de plus après ce que j'ai dit? Non, je vais faire une digression pas du tout psychanalytique évidemment, mais vous parlez du procès de Viviane Amsalem dans Get, dans ce film-là. Vous parlez du pouvoir phallique, de la loi ou du pouvoir phallique. Masculin. Voilà. Mais je pense que ce qu'il y a de fou dans le procès de Viviane Amsalem, c'est que d'ailleurs, je crois qu'il y a eu une petite confusion, c'est pour ça que je me permets de rebondir dessus. Ça n'est pas uniquement une problématique d'une communauté marocaine, juive marocaine en Israël. C'est simplement que le droit civil, le droit de la famille, juridiquement, techniquement en Israël, n'a pas de droit. Enfin, le droit de la famille applique le droit religieux. Donc, si vous n'êtes pas juif, effectivement, si vous êtes musulman, ce sont d'autres règles qui vous régissent, et si vous êtes chrétien, ce sont d'autres lois qui vous régissent. Mais dès lors que vous êtes israélien, donc en général juif, c'est le rabbinat qui règle les affaires de droit de la famille. Donc la filiation, donc le mariage, donc le divorce.
Et c'est par rapport à ça, si vous voulez, nous, en France, où effectivement on a un droit civil qui vient codifier, qui vient, depuis 1905, séparer l'Église et l'État, ça n'existe pas en Israël. Et du coup, la violence est extrême, parce que même le droit qui est supposé protéger normalement les plus faibles, en Israël, dans le cas du divorce que Viviane essaie d'obtenir, elle se retrouve face à ces rabbins qui sont évidemment obligés d'appliquer le droit initial. Moi j'ai une question à vous Oui. poser justement. Par rapport à ça, j'avais une question. Par rapport à ça, j'avais une question à vous poser. C'est que justement, comme elle est avocate, on aurait pu imaginer, est-ce que ça aurait pu être possible qu'une plainte soit déposée contre cet homme? Est-ce que ça existe ou est-ce que tout se règle au sein de la communauté? La colocation. Non, techniquement, bien sûr qu'elle aurait pu déposer une plainte. Mais c'est pas ça qui l'intéresse, parce que déposer Non, une mais plainte, est-ce que c'est dans techniquement, la société, dans la société arabe, palestinienne, enfin arabe, israélienne plutôt. elle est israélienne, mais elle est palestinienne israélienne. Ouais. Ouais. Elle aurait pu, en tant que citoyenne israélienne, elle pouvait aller devant les tribunaux Oui, israéliens. mais est-ce que ça se produit? Enfin, c'est pas, bon, là, ça se produit pas dans le film, mais est-ce que ça se produit au niveau de la société? Honnêtement, je ne sais pas. Je peux pas, en termes de combien de personnes portent plainte, je ne sais pas. Non, mais bon, ça aurait été intéressant de savoir, effectivement, si elle aurait pu aller jusque-là. Si la réalisatrice aurait pu aller jusque... Bon, Mais ça n'intéressait pas la réalisatrice, parce que ce qui intéressait Maï Sagoun, et je ne veux pas parler à sa place, mais comme c'est le film qu'on fabrique ensemble depuis quelques années, ce qui l'intéressait, ce n'était pas tant une vérité journalistique ou quantifiée en termes de combien de personnes portent plainte. C'est cette réalité sociale constatée dans laquelle elle-même a grandi et évolué, qui fait que, de manière indicible, c'est impossible d'aller au tribunal, parce qu'elle... Alors, d'ailleurs, on connaît, pardon, mais je pense qu'on connaît les mêmes problématiques aussi en Europe, mais dire qu'elle a été violée, c'est fini pour elle. Elle reste une victime, et l'opprobre lui tombe dessus, mais sans parler forcément des cas extrêmes que vous avez évoqués, l'opprobre lui tombe dessus. D'ailleurs, ce qu'elles font quand elles sont dans la voiture, les copines, elles sortent des photos à Wissam. Et c'est ça qui le fait plier. Ce qui le fait plier, c'est sa réputation. Ce qui le fait plier, ce sont ses règles indicibles. Ce n'est pas la loi des tribunaux, c'est la loi des bonnes mœurs, des bonnes manières. Pas du candidaton uniquement d'un point de vue cancanier, mais du point de vue des normes. Ça pose la question de la norme au sein de laquelle on évolue. Et cette norme sociale, vous parlez du féminin-masculin, c'est effectivement celle qui fait loi. Enfin, ça pose la question du rapport à la loi et au crime. Et en France, c'était comme ça il y a un certain nombre d'années. Donc on peut imaginer que dans cette société, on arrive un jour, et cette jeune femme arrive un jour à le penser et à l'appliquer. Donc voilà, vous avez là on est à un état donné des choses. Alors, bien sûr, je comprends bien que la réalisatrice, on n'est pas dans une enquête, c'est une fiction. Et enfin, moi, ce que je trouve très intéressant dans ce film, c'est que justement, on sent que c'est extrêmement vécu, quoi. On sent que c'est extrêmement ressenti. Voilà, et qu'elle sait de quoi elle parle. Voilà. Mais je vais continuer à inverser les choses et à vous poser des questions à vous, mais je ne sais pas, vous avez l'impression, j'ai l'impression, à ce que vous dites, ce que vous disiez vous tout à l'heure, que c'est qu'en France, c'est comme s'il n'y avait pas de problème. En fait, que les femmes qui sont violées vont toutes porter plainte, d'ailleurs elles vont toutes devant les tribunaux et que tout est réglé. Ça a été un combat des femmes en France. Mais ça l'est encore. Non, pardon, vous en parlez au passé, c'est pour ça que je vous dis ça. Oui, enfin, il y a plus de femmes qui portent plainte aujourd'hui, on peut le regarder statistiquement si vous voulez, contre le viol que il y a 50 ans. Après, il y a des femmes qui sont violées dans le cadre du mariage aussi, et je trouve qu'on est beaucoup plus proche de ça, finalement, dans le film, qu'un viol d'inconnu, enfin, par un inconnu, parce qu'ils sont pratiquement mariés. Et moi, ça me fait plus penser à un viol dans le mariage, merci, dont on ne parle pas du tout, je pense, qui est beaucoup plus compliqué à prouver. Et il y a quand même des chiffres qui sortent par moment dans la presse qui sont quand même assez hallucinants sur justement cette pratique. Je crois même que le viol dans le mariage a été juridiquement défini très récemment. Je crois que ça doit être la loi de 83. Oui, moi je voudrais revenir à cette scène de viol que moi je trouve absolument insupportable parce que en fait il pense à la violer une fois qu'il a découvert un slip dans la salle de bain.
Donc on a l'impression que ce slip lui a donné comme un droit d'aller violer cette future femme. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça absolument insupportable, parce qu'il avait, c'était une marque de non-respect supplémentaire, parce qu'il avait trouvé ce slip, de se dire, ah ben voilà, ça y est, elle a été influencée, sans même savoir si c'était, à qui appartenait ce slip, etc. Donc j'ai vraiment trouvé ça absolument insupportable, cette scène de viol. Et d'autre part, pour en revenir à la féminité supposée de cet homme-là, excusez-moi, mais ces photos dont vous venez parler, est-ce que ce sont des photos qui avaient été prises lors de la visite de Leïla déguisée, hein, c'est bien ça, et en fait, pendant cette visite, on a bien vu qu'il la touchait et qu'il la regardait avec un regard de violeur. Alors, je suis désolée, mais c'est un violeur. Moi, je ne Ah, mais je ne minimisais pas, je ne minimisais en rien. C'est insupportable. Et le problème, c'est que cette femme, sa future femme, je me souviens plus, Nour, et en réalité, elle n'a plus elle n'aura pas de moyen de s'en sortir socialement, à moins de cacher, enfin, c'est pas possible de cacher qu'elle a été violée, ou peut-être, je ne sais pas exactement, mais quel va être son destin. Et qui va être un peu différent quand même de celui des autres, parce que les autres, ce sont des femmes libérées depuis longtemps. Hein. Elle a le respect de son père, qui est merveilleux. Hein. Ça aussi, j'ai adoré cette scène, et je n'y attendais pas, comme vous. J'étais sûre qu'il allait la battre. Mais en réalité, je pense que le père a compris qu'elle avait été violée. Par ses larmes, par le fait qu'elle lui ait dit je ne peux pas parler, je préfère ne pas parler. Oui, il a compris. Hein, il a compris. Hein. Donc j'ai trouvé ça magnifique, vraiment sublime. Il ne peut pas y avoir la scène du père sans la scène du viol. Voilà. Mais Je crois que c'est ça. par rapport à ce que vous disiez, par rapport à son futur, le moment où elle lui dit je ne t'aime pas, pour elle, c'est comme si elle naissait à ce moment-là. Elle existe réellement à partir de ce moment d'aveu où elle prend sa vie en main. Donc je pense qu'au contraire, elle doit être très... Moi, si je peux ajouter, je pense que dans les codes, dans ce qui se joue, dans le sous-texte, quand il la viole, on peut en parler de plein de façons différentes, mais une des choses qu'on peut évoquer, par exemple, c'est d'imaginer aussi que d'une certaine manière, il a peur qu'elle lui échappe, qu'effectivement elle devienne une fille urbaine comme les deux autres, et que d'une certaine manière, comme il sait quand même que c'est une fille au cœur noble, d'une certaine manière, si, comme du bétail qu'on marque au fer rouge, que le fait... Voilà, tu m'appartiens. Je t'ai souillé, mais tu ne seras pas souillé si tu es mienne, si on reste dans le code du mariage. Et lui, d'une certaine manière, il pense peut-être... C'est pour ça que c'est ce que je disais, il pense peut-être même la sauver. Il transgresse, il accélère les choses, mais il la prend en pensant peut-être même la sauver du dévergondage, peut-être dans son imaginaire à lui. Et elle, du coup, effectivement, à partir du moment où elle lui dit « je ne t'aime pas », c'est ce que vous disiez tout à l'heure, à partir du moment où elle reprend le pouvoir sur sa vie, sur son destin, à partir du moment où elle reprend le pouvoir, il y a la possibilité d'advenir quelqu'un d'autre. Je ne sais pas quel sera son avenir. Mais alors, il va falloir qu'elle s'émancipe comme les autres. Elle ne peut pas retourner chez elle. Enfin, J'ai l'impression qu'elle n'est pas retournée chez elle. non, mais pour l'instant. On invite à bringuer. On dit on va faire la bringue, et c'est quoi bringuer? Et la question, c'est de savoir si c'est pas un peu caricatural. Un film, c'est forcément comme ça, sinon ça durerait très longtemps. Et qu'effectivement, la dimension machiste des hommes et la dimension, disons, recherche de la féminité chez les femmes, est bien caricaturalement différenciée. Sauf le père qui, justement, fait un lien entre les deux. Mais moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce film, dans ce trajet en images et paroles, c'est combien l'intime prend le pas sur le collectif. Combien l'intime qui touche au désir sexuel et à l'amour, à la demande d'amour, et à la vie privée, quoi. À la vie privée, pas au sens juridique, à la vie intime de soi par rapport à quelqu'un qu'on aime ou qu'on ne veut pas trahir. Il y a quelque chose de cet intime qui est extrêmement émouvant. Et je pense que qui est très émouvant, mais c'est en quelque sorte filmé dans les bars, avec le whisky, avec le col, avec le shit, avec tout ce qu'on veut, qui montre un peu, effectivement, de façon, disons, exagérée, mais exprès, comme le viol, c'est exagéré, quelque part,
parce qu'il aurait pu faire une tentative, simplement, ou un essai de se rapprocher physiquement d'elle, et elle aurait pu se défendre. Mais justement, je crois que le cinéma exige, d'après moi, que les choses soient quand même poussées jusque dans l'utopie de ces choses-là. Alors bien sûr, c'est pas réaliste ou c'est réaliste, peu importe. Mais je crois que l'intime prend le pas. Hein? Celui-là. Oui, On mange moins parler. parce qu'il y a un haut-parleur qui parle là et un autre qui parle là. Ah, alors, j'ai l'impression, en fait, moi dans ce film, j'ai discerné 4 moments. Le début, qui serait le moment des filles. Après, il y a le moment de la sororité, quand elle la lave, après qu'elle a été violée. Et après, il y a en effet le moment de la solidarité féminine, où elle s'organise pour faire tomber l'homme violeur, pour le faire partir. Et je dirais que le dernier moment, et cette dernière scène, moi je la trouve très belle, et je trouve qu'elle propose un féminisme qui me va, où les femmes sont comptées une plus une, elles sont toutes les trois, en effet désespérées, mais en même temps c'était pas plus mal que soit tombé l'espoir pour qu'elles puissent inventer quelque chose. Et il me semble qu'en plus par rapport au début, où elles se jugent les unes les autres, où notamment les deux, j'ai pas les prénoms, se moquent beaucoup de celle qui porte le voile, ou l'une dit à l'autre, oui avec toi c'est toujours pareil, etc. Et là, après tout ce qu'elles ont traversé, les unes à côté des autres, regardant chacune leur propre horizon, elles ne se jugent plus les unes les autres, elles sont non pas solidaires, mais vraiment une plus une. En effet, est-ce qu'on peut encore parler d'universel? Qu'est-ce qui les rapproche? Qu'est-ce qui les met ensemble? Selon moi, voilà, en fait, le mot qui m'a fait rebondir, et bondir presque, c'est le mot solidarité, qui en effet existe, mais pour faire tomber l'homme violeur. Si l'homme violeur est tombé, s'il n'y a plus de vengeance, en effet, légitime envers l'homme, si on est dans un après de ça, je pense qu'il ne faut plus parler de solidarité féminine, mais d'un nouveau féminisme qui serait défini ensemble. Oui, tout à fait. Parce que moi, ce qui me semble, c'est qu'elles ne sont pas triomphes. Il n'y a pas de triomphe de quoi c'est le type. C'est pas un triomphe, ni ça aurait pu être marrant, à la limite. Mais après, en rigolant, on l'a bien dit, mais c'est pas ça. C'est très finement et très pudiquement montré pour faire valoir cette dimension d'intime qui est universelle, mais on n'est pas solidaire de l'intime de l'autre, on ne peut pas. Il y a un arrêt de rencontre avec l'autre où l'intime, en quelque sorte, résiste à devenir, à s'échanger. Et puis on reste dans l'intime parce qu'elles ne sont pas militantes, c'est-à-dire qu'elles sont dans leur sphère privée. Et pardon, parce que je ne suis pas sûre qu'elles se jugent beaucoup, je crois qu'elles sont différentes au début. Au début, elles se moquent les unes des autres. Vous avez ressenti ça? C'est pas grave de juger, c'est pas mal au soi, on ne peut pas s'empêcher. Mais il me semble qu'après, elles dépassent ça, parce que justement, elles se sont connues dans une intimité, dans un indécis, dans un féminin, je ne sais pas ce que c'est personnellement. Et en effet, là, il me semble qu'à la fin du film, elles ne peuvent plus juger les unes les autres. Et ça, c'est beau, je trouve. Ça, c'est vraiment la beauté du film, selon moi. C'est sortir de ce jugement. Et c'est. Bon, là, je suis très lacanienne, hein, c'est les femmes, c'est au un par un. C'est vraiment. Ce qui me semble intéressant, c'est pour aller dans le sens de ce que vous dites, c'est qu'après tout ça, la dernière scène extraordinaire, là, toutes ces femmes, toutes ces 3 jeunes femmes ont mûri, ont changé. Il s'est passé un événement dans leur vie. C'est presque comme en analyse, à un moment, il y a une interprétation qui fait changer de statut. Elles ont changé de statut. Il y a quelque chose d'autre qui apparaît. Même aussi, finalement, ce serait beaucoup dire, mais presque elles ont changé, mais qu'est-ce qui a changé, justement? Parce à l'intérieur de l'avocate, on la retrouve comme au début. Pas du tout. La jeune lesbienne, bon, on la savait pas lesbienne, maintenant on la sait lesbienne, mais finalement elle n'a pas tant changé que ça. Il y a nous qui a changé, c'est vrai. Elle a changé, et en même temps, elle a toujours ce côté lunaire, elle aura toujours cette douceur. Qu'est-ce qui va se passer pour elle? Je dirais que c'est elle la question. Mais peut-être que enfin, je veux pas. On refait le film. Non. Mais d'abord, heureusement que tout le monde. Enfin, je pense que c'est comme la littérature, la lecture est dans les yeux. Enfin, la lecture. Voilà, donc qu'on refasse le film en le regardant, tant mieux. Mais c'est vrai que je ne suis pas sûre qu'elles étaient très moqueuses au début, mais peut-être que ça m'échappe et peut-être que je ne le vois pas. Mais comme les filles le sont
Je pense que pour moi, enfin j'ai l'impression que pour la réalisatrice, elle juxtapose des filles qui sont différentes et donc elle constate les différences sans pour autant être moqueuse. Mais je peux effectivement imaginer avoir vu la partie moqueuse. Quand elle arrive, nous, avec cette grosse valise, elle la regarde quand même un peu moqueuse, quoi. C'est pas méchant. Je voudrais dire quelque chose aussi. Ce que je trouve très beau dans le film, c'est que ce qui est montré quand même, c'est que le discours social est du même côté que le pulsionnel. Moi, je ne trouve pas du tout que ça s'oppose, je trouve que ça va ensemble. Le code social et la façon de traiter les femmes, et que ce qu'on sent surtout, c'est qu'elles essayent leur parole à elles se dégage de l'apparence et des codes sociaux, quelle que soit leur apparence, et les excès dans l'apparence, que ce soit le voile ou la cigarette, elles sont ailleurs, et c'est ça qu'on ressent très fort. Quand elle dit « je ne t'aime pas », c'est là qu'elle prend la parole et que ça se distingue radicalement de tous les masques. Oui. Il y a un moment aussi qui est très bouleversant, c'est quand Nour se baigne. Parce que moi, je me suis vraiment posé la question si elle n'était pas en train de se suicider. Donc, c'est tout d'un coup comme si... Et quand elle se retourne, on se dit, elle s'épurifie, elle renaît dans les eaux. Enfin, ça aussi, ce moment est extraordinaire. Moi, je me demande si justement ce non-appel à la justice pour statuer sur le viol n'est pas exactement, précisément, puisqu'on en parlait, vraiment le point du film, puisque il y a d'abord, il y avait d'abord le jugement d'attribution, le jugement d'existence. On sait que pour Lacan, la femme n'existe pas. Donc on serait dans un troisième temps. Non. Il ne faut pas aller trop vite, c'est pas comme ça. Il y a quelque chose quand même. Et il y a, moi, c'est fort, cette idée d'une idée de justice, par exemple, qui reste un peu en suspens là, au niveau du féminin. Quoi. En tout cas, on disait, c'est que ça fait parler, ce film. Vraiment, c'est bien. Ça fait parler les femmes. Oui, enfin, les hommes sont invités, évidemment. Maintenant, je trouve que ce film est vraiment très intéressant et très subtil. Et il y a quelque chose qui m'a frappé aussi, c'est que ce sont des femmes qui travaillent, qui veulent travailler. Il y a quelque chose chez ce personnage de Nour qui fait des études. Et au fond, lui, ce qu'il lui propose, son fiancé, c'est évidemment rester à la maison, s'occuper des enfants. Et je pense que là, il y a un moment de bascule dans le film. Enfin, comme si elle entendait quelque chose là de son asservissement futur. Et peut-être que ce qui se répète aussi comme parole, et ce que je trouve assez intéressant, c'est qu'il veut avancer la date du mariage. Comme si, au fond, il y a quelque chose du sexuel là qui se dit. Oui, et à un moment donné, je crois que ce viol, c'est aussi, comme disait madame, il y a un moment donné comme une punition, parce qu'elle va dans la salle de bain, et puis peut-être qu'il veut qu'elle soit enceinte, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'elle devienne enfin mère et qu'il ait la paix, quoi, d'une certaine manière. Et je pense que là, il y a pas mal de moments de bascule dans le film autour de cette dichotomie ancienne, mais c'est très intéressant, c'est un état des lieux là, de la place des femmes, de cette opposition entre la maison, le travail. Voilà. Il n'y a pas pire menace pour le patriarcat qu'une femme qui pourrait prétendre à la liberté. Donc effectivement, hâter le mariage, le viol, c'est une façon d'interrompre ce chemin dans lequel il voit bien que, d'abord, elle a quitté, elle vient à Tel Aviv, qui est la grande ville par rapport aux autres villes, où elle vient de Umm-el-Fachem, qui est une grande ville, mais Umm-el-Fachem, c'est à 1 heure de Tel Aviv à peu près. Tel Aviv, c'est quand même la ville de toutes les débauches possibles. Donc il voit bien que... Et elle habite avec des filles, visiblement, qui ont fait le choix de la liberté. Et d'ailleurs, et je pense que le film, c'est aussi là-dessus, c'est le prix à payer pour la liberté. Donc d'une certaine manière, lui, il le voit. Il a pas la préscience, mais il constate qu'elle est tout à fait sur un chemin et qu'elle est capable de prendre cette route-là. Et ça, c'est une menace terrible pour lui. C'est aussi intéressant sur ce pays parce que du coup, elle a dit, c'est effectivement une ville où il se passe beaucoup de choses, où la jeunesse est complètement
a pris en main cette ville. Et je trouve intéressant aussi que ce sont aussi les Arabes palestiniennes. Enfin, hein, il n'y a pas que les Israéliens, les Israéliennes qui aiment cette ville pour la liberté qu'elle offre, mais il y a aussi les Arabes palestiniens. Je trouve que c'est intéressant que ça soit montré aussi. C'est peut-être évident pour vous, d'ailleurs, là pour le coup je sors peut-être de la raison d'être de votre débat, mais c'est vrai que juste cette précision sociologique ou sur la société israélienne, c'est vrai que Tel Aviv, pour ces jeunes filles qui vivent dans cet univers qui s'appelle la scène c'est des graphistes, des DJ, c'est des gens qui vivent dans le milieu des arts. Si vous voulez, pour eux, par exemple, le problème israélo-palestinien et d'aller manifester ou d'essayer de se battre d'un point de vue politique pour obtenir un État de Palestine, c'est le cadet de leurs soucis. Et ils sont, quelque part, ils se situent dans un monde post ce débat-là. Et pour eux, parce qu'ils n'ont aucune envie, on voit que les élections d'ailleurs dans les territoires amènent souvent le Hamas, des mouvements auxquels ils ne s'identifient absolument pas. Donc eux, si Israël devient un État binational, d'une certaine manière, politiquement c'est la chose dont ils peuvent se parler, mais eux vivre à Tel Aviv, pouvoir aller à New York, faire un set comme DJ, pouvoir venir à Berlin, vraiment c'est une jeunesse qui n'aspire qu'à une chose, qui est de vivre comme toute la jeunesse branchée du monde. Et alors, je suis désolée, j'ai une question d'ignorante. C'est la langue du film. Je suis désolée de poser cette question. Non, mais pour je me suis demandé si c'était en arabe et à quel moment c'était en hébreu, puisque c'était à Tel Aviv. Donc voilà, je me suis posé cette question. Non, mais c'est une question délicieuse pour moi, parce qu'effectivement, devant le psychanalyste, la langue me paraît essentielle tout d'un coup. Non, évidemment, l'hébreu est quasiment absent du film. Elle ne parle quasiment qu'arabe. Il y a 2 ou 3 situations où il y a un petit peu d'hébreu. La situation où elle se fait draguer par le procureur israélien. La situation où elles sont dans le restaurant et le restaurateur leur dit « Vous savez bien que l'arabe est interdit ici, il ne faut pas gêner les consommateurs ». Et dans le magasin où la petite vendeuse devient très suspicieuse parce qu'elle réalise qu'elle parle arabe et que donc on ne sait jamais, c'est peut-être des filles dangereuses. Oui, mais pour revenir au débat, justement. C'est une question importante dans le film, cette histoire de langue. C'est pas du tout un truc comme ça. Hein. Non, non, c'est pas un choix de anodin. la réalisatrice par rapport à justement la liberté ou pas. elle sort Juste un point. Oui, Laura, moi je veux dire un point quand même par rapport à ce qui a été dit là. C'est-à-dire que, puisque il n'y a que les femmes qui parlent, bon, on n'a rien à parler. Mais je sais bien, mais là, ce que je veux dire, c'est combien, dans ce film, ce qui est évité, en tout cas, presque jusqu'à la fin, non, sauf à la fin, justement, sauf disons dans la morale de l'histoire, c'est que le féminin des femmes devrait se situer en étant contre les hommes qui les empêchent d'avoir cette féminité. Or, ce qui se passe, notamment avec le père de Nour et avec d'autres situations qu'on vient de décrire, pas les situations de violence sur la langue, mais ce qui se passe, c'est que ce féminin s'élabore indépendamment d'être hostile aux hommes ou que les hommes seraient hostiles aux femmes. Ça s'élabore par lui-même. Et ça, je trouve ça tout à fait intéressant. C'est pour ça que je disais, ce refus du féminin qui fait partie de notre structure habituelle chez l'humain en général, et qui se lève petit à petit dans une analyse ou dans des découvertes ou dans des œuvres artistiques ou dans un travail sur soi, et c'est jamais acquis une fois pour toutes, ce refus du féminin se lève et apparaît une féminité, aussi bien chez l'homme que chez la femme, qui n'a plus rien à voir d'être contre le masculin. On n'a plus besoin du masculin en s'y opposant pour vivre cette féminité. Et je crois que ça a été dit par là-bas, c'est tout à fait intéressant de voir combien ça joue justement tout autrement dans ce film. Et c'est ça qui m'apparaît tout à fait central. Comme dans le procès de Viviane Amsalem, quand elle met ses cheveux, quand elle se montre justement un tout petit peu interprétante le discours des rabbins qu'elle respecte, puisque c'est le discours religieux et elle respecte cette religion, la sienne, mais en même temps, elle vient subvertir quelque chose qui montre que ça ne rentre pas dans le discours des hommes. Justement. Et c'est pas pourquoi ils y sont opposés. De même que les femmes sont opposées aussi à cette féminité. Ça existe complètement. Ce refus du féminin existe de part et d'autre. Bon, c'est un débat un peu plus compliqué qu'on va mener pour signaler. Pardon Jean-Jacques, je trouve que le refus du féminin, justement la scène avec l'avocat et la manière dont il parle en fait du tribunal et comment elle utilise tous les outils, elle est incroyable cette comédienne parce que on n'entendrait pas ce qu'elle dit, on penserait vraiment que c'est une scène de séduction.
Et en fait, c'est peut-être une scène de séduction par rapport à son travail, mais en fait, elle utilise tous les outils du féminin et à fond. Oui, mais c'est pas féminin. Pour gagner. Oui, c'est pas la séduction. La séduction ouais. change de statut dans cette histoire de féminin masculin, refus du féminin. Ce n'est plus la séduction, c'est un autre. C'est plus l'avantage sur une femme d'être parfaitement féminine et donc de séduire ou d'être séduite de plus en plus. C'est quelque chose d'autre que cette séduction. C'est un élément subtil, invisible, qui mérite vraiment d'être plus travaillé. Et ce film donne l'occasion de le travailler. Donc pour vous dire une information, à la fin juin, enfin 16, 17, 18 juin, il y a un espèce de festival, appelons ça comme ça, sur le féminin. Ça sera 3 jours au féminin avec 5 ou 6 films qui seront projetés. Et celui-là, en quelque sorte, inaugure un peu ce projet qui va avoir lieu fin juin. Voilà. De toute Ça va avoir lieu façon, ici, oui. Bonsoir et merci beaucoup pour ce film. Moi, je suis égyptienne et la réalisatrice a donné de l'espoir parce que dans le monde arabo-musulman ou musulman simple, une petite fille qui était violée par son père ou son frère, son oncle, le voisin, cette fille est condamnée à mort et on ne connaît qui a fait ce crime. Et chez les je dis islamistes, pas musulmans, des gens qui ont des idées extrêmement violentes, on ne demande pas où est le corps même de cette fille. Donc, en Irak, par exemple, au sud autrefois, il y avait une fille aveugle, la pauvre, donc elle est handicapée. Elle vit dans un petit village et son père a trouvé qu'elle était violée. Quelqu'un a profité d'elle, l'a mis derrière, loin des champs et tout ça, et il a violé quelqu'un qui est connu de village. Qu'est-ce qu'il a fait le père? Il a tué, c'est simple. Donc ce film nous donne beaucoup d'espoir. Pour moi, les 3 filles ont triomphé. Celle qui a, la femme voilée qui a refusé ce monsieur, et toujours dans le monde arabe, une femme qui vit seule, même si avec deux autres femmes. Oh, lumière. Les micros fonctionnent, on peut parler dans le noir. Elle est condamnée. s'il vous plaît, lumière. De la caisse. Elle est condamnée, excusez-moi, de petit meurtre. Entre parenthèses, pute, comme il a dit, il a insulté toujours ce prétendant qui, devant la famille, un homme pieux, mais elle sait ce qu'il a fait avec elle sans respect. La fille lesbienne, même qui est dans une famille chrétienne, moi j'ai pensé que son père va le tuer. Donc le film nous présente un autre. S'il vous plaît, oh, la caisse. Laura, tu ne veux pas aller leur dire qu'ils... وقت علي صوتي بس ما بحبوش المرة اللي بترفع صوتها. Ceci dit, on peut commenter, le film démarre effectivement sur la دايما يقولوا لي كلمة طيبة ويعملوا له لقمة هنية وتنسيش تتعطري وتضلي مالسة عشان لما يشتهيكي يلاقيكي. Vous voulez dire qu'elle démarre comme ça? Non. Ah, c'est le début, il recommence. تعملي شو نقول. Il est enfoiré. هو أكيد تورجي نقدر يعني. Bravo! J'adore le générique. Voilà. وين يضرب مع مين؟ مع مين؟
Donc c'était est-ce qu'il va être distribué en Israël? Non, mais j'aime bien que vous ayez noté ce moment-là, parce que c'est vrai que la voie vers la liberté, c'est vrai que les copines, à un moment donné, Leïla essaie de la faire fumer, par exemple, enfin bon, et en fait, ça marche pas. Et c'est elle, c'est son chemin à elle. C'est quand elle veut, comme elle veut. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a traduit le film par « Je danserai si je veux ». Parce que vous me posez la question de la langue du film, et la langue du film, donc c'est l'arabe. La réalisatrice est palestinienne, donc elle s'appelle Maïsaloun Khamoud. Maïsaloun a vécu toute sa vie en Israël, elle vit maintenant à Tel Aviv parce que c'est la ville qu'elle s'est choisie, mais elle est palestinienne, donc sa langue matricielle c'est l'arabe, et sa deuxième langue matricielle, parce qu'en Israël quand on va à la fac c'est en hébreu, c'est l'hébreu. Donc elle est parfaitement bilingue, enfin trilingue avec l'anglais évidemment, et donc tout le film est en arabe. Et le titre originel du film, c'est en arabe, c'est Barbacha. Quelqu'un parle arabe ici? Vous savez ce que ça veut dire Barbacha? C'est l'endroit, c'est entre terre et mer. C'est l'endroit où on n'est pas tout à fait dans la mer, mais on n'est plus tout à fait sur terre. C'est terre et mer, en fait. Et du coup, en anglais, on a appelé ce film, quand il a circulé dans le monde, dans les festivals, on l'a appelé In Between. Et en français, quand on a voulu positionner le film en France, on était très embêtés parce qu'on s'est dit entre deux, In Between, enfin, c'est presque négatif, c'est-à-dire on ne sait pas où on est. Alors que ces filles sont dans le Barbacha, c'est-à-dire éther et mer. Et en fait, voilà, donc on a cherché, et d'où l'idée d'appeler ce film plus sur quelque chose de volontaire et de féminin, de « Je danserai si je veux », qui était une déclaration. La question, elle posait la question de est-ce que le film a été montré en Israël? Oui, bien sûr. Il est sorti dans les salles commerciales en Israël le 5 janvier. Il a extrêmement bien, il a bien fonctionné. Avant de sortir en salle, il a été sélectionné dans un festival il y a 3 grands festivals en Israël. Il y a celui de Jérusalem qui a lieu au mois de juillet, il y en a à Sderot, qui est une ville du sud, et à Haïfa. Et le film a été sélectionné au festival de Haïfa où il a été montré. Et il se trouve que Haïfa, c'est une ville qui est très mixte, enfin, c'est une ville qui est très arabe. Il y a beaucoup de villages arabes autour. Et les 3 comédiennes, toute leur famille sont habitent autour de Haïfa. C'était une projection qui était inouïe parce que toutes les familles étaient là, tous les amis étaient là. La salle était à 90% remplie de Palestiniens. Et donc c'était un coming out, une célébration, une fierté. Enfin, c'était vertigineux. Et donc cette projection a été complètement dingue. Présenter ce film au Festival du Caire pour changer les idées. Alors, on a un problème avec les pays arabes. Changer les idées, ça c'est très bien. Si vous pouvez le faire inviter, faites-le inviter. Le producteur du film étant Shlomi El-Kabet, il est israélien. Les pays arabes n'invitent pas ce film. C'est quoi? Ah oui, oui, oui. Non, non, la palestinienne. La palestinienne. La nationalité du film est israélien. La nationalité du film. C'est la nationalité du film qui non, oui, enfin, c'est surtout qu'il y a de l'argent israélien dedans. Donc ils disent, on ça, c'est bien que les Palestiniens ne font pas ce genre de film. Mais la réalisatrice, c'est elle qui peut parler. Parce qu'elle parle l'arabe et ça, c'est la femme arabe, ça. Mais France, Israël ou autre, qu'est-ce qu'on fait? La production maintenant est comme ça. Il faut insister sur Madame la productrice. Bien, voilà, on va peut-être conclure et remercier Sandrine. On va applaudir Sandrine parce qu'elle a bien mené le débat avec nous. Merci beaucoup.